Kevin O'Leary ne cesse de se concentrer sur le secteur des crypto-monnaies en ce moment, et il est concentré sur une seule chose, la politique, et il croit que la politique c'est l'un des plus gros catalyseurs à venir sur les crypto-monnaies, et ce qui pourrait finalement aider les crypto-monnaies à grimper rapidement en valeur. Dans sa plus récente interview, O'Leary explique pourquoi il est si optimiste sur l'espace crypto, en raison donc de son efficacité, de sa rapidité par rapport au système financier traditionnel, et aussi comment il aborde personnellement la façon d'investir dans un espace aussi jeune que l'espace des crypto-monnaies. Assurez-vous donc de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car O'Leary va détailler son portefeuille personnel de crypto-monnaies, et il dira également pourquoi il pense que la diversification c'est la clé pour maximiser les retours sur investissement. Comme d'habitude, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et également à la partager avec le plus grand nombre. Et on est parti. Je pense que la crypto sera le 12e secteur de l'économie d'ici 10 ans. Parce qu'elle ajoute tellement de liquidité, tellement de productivité, tellement de transparence, tellement d'auditabilité, et c'est tellement mieux que ce que nous faisons actuellement. Si je veux transférer du capital à Zurich pour acheter des actions de Nestlé en francs suisses, ça va me prendre des jours, et ça me coûte une fortune, et c'est incroyablement inefficace. Je pourrais le faire en 2 secondes avec un stablecoin, et je ne peux pas encore le faire parce que nous n'avons pas la politique des deux côtés de l'océan qui me permettent de le faire. Mais ça viendra un jour. Et je pense que la crypto, la blockchain, les services et les transactions financières, les microtransactions, tout cela va se connecter à cette blockchain qui est l'auditabilité, la transparence. Tout cela a du sens pour moi. Et je pense que les régulateurs commencent à comprendre. Alors en tant qu'investisseur, je ne sais pas laquelle de ces blockchains va gagner. Encore une fois, on a toutes ces idées différentes et donc ma stratégie c'est de faire la même chose que ce que je fais avec les actions. Me diversifier. Je possède 32 positions, 32 projets de blockchain, 32 pièces et jetons différents. Je n'ai aucune idée de qui va gagner sur les 5 prochaines années, mais je n'ai pas besoin de le savoir. Mais je n'ai pas besoin qu'ils gagnent tous, j'ai juste besoin que quelques-unes gagnent. Et c'est ça la diversification. Et j'ai fait quelques investissements dans l'infrastructure. Vous savez, pendant la ruée vers l'or, vous étiez mieux à posséder et à vendre des pioches et des pelles et des jeans que d'essayer de trouver de l'or, parce que c'était très difficile à faire. L'infrastructure de la cryptographie, des entreprises comme FTX, je suis un actionnaire. Circle, je suis un actionnaire. WonderFi, actionnaire. Immutable Holdings, également actionnaire. J'ai donné de l'argent à tous ces projets parce que ça a du sens pour moi. Et je les utilise tous et ils sont centralisés, décentralisés. Il y a des stablecoins dedans, il y a des plateformes comme FTX, qui est la première plateforme institutionnelle conforme que j'ai pu trouver, que mes auditeurs et mon département de conformité ont finalement accepté de me laisser utiliser pour garder mes crypto-monnaies. Et ce sont les choses qui comptent vraiment pour moi. Alors je dois révéler que oui, je suis un actionnaire de FTX, mais je suis aussi un porte-parole rémunéré. Et donc je mange ma propre cuisine, mais je parle aussi des mérites de leur conformité. Pour toutes les personnes dans l'univers de la crypto, et il y en a beaucoup qui ne pensent pas que nous ayons besoin de régulation, laissez-moi vous montrer quelque chose qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Et c'est une mathématique quantique très simple. Voici comment ça marche. La majorité du capital investi sur Terre est détenu par des souverains et des régimes de retraite. Ils en détiennent plus de 90%. Ils ne détiennent zéro crypto, rien. Et donc pour toute l'excitation autour de la valorisation du Bitcoin, c'est absolument rien du tout pour eux. Le Bitcoin n'est détenu par aucune institution qui compte maintenant. Alors je suis un indexeur et j'en ai parlé de nombreuses fois, il y a beaucoup d'indexeurs dans le monde, et nous sommes au service des fonds souverains et des plans de pension. Disons que vous êtes un pays riche en pétrole au Moyen-Orient, vous faites 250 millions de dollars par jour en revenus pétroliers, vous ne voulez pas réinvestir dans le pétrole, vous voulez investir dans d'autres secteurs. Et donc ils vont aller voir un indexeur comme moi et ils vont lui dire d'indexer sur le S&P 500 en enlevant l'énergie et en enlevant les compagnies aériennes. Ça c'est le genre d'indice que nous faisons. Et nous voyons ces flux de fonds, des milliards de dollars de fonds chaque année, juste en passant par le système. Les indexeurs voient ça toutes les 24 heures. Et je demande toujours à ces institutions et à ces fonds souverains, quelle allocation mettriez-vous sur le Bitcoin? Juste le Bitcoin qui est l'actif numérique le plus populaire. Combien mettrez-vous sur le Bitcoin? Et donc ils disent qu'ils ne peuvent pas parce que notre département de conformité ne le permettra pas, parce que la SEC n'a pas encore statué dessus, et Larry Fink n'aime pas ça et c'est notre plus grand gestionnaire de fonds, et toutes ces autres raisons. Mais ils alloueraient 50 à 100 points de base. Alors maintenant, quand vous gérez un mandat de 1000 milliards de dollars ou un mandat de 800 milliards de dollars, ce qui est la taille de ces fonds, c'est une tonne d'argent, c'est une énorme quantité de demandes qui arriveraient sur les marchés. Et donc disons que si le prix du Bitcoin dépasserait donc cette allocation de 1%, ils le revendraient pour descendre à 1%. Mais surtout s'il tombe en dessous des 1%, ils le rachèteraient. Et donc il y aurait une offre interne pour toujours. La volatilité chuterait drastiquement, le prix du Bitcoin augmenterait. Ce serait bon pour toutes les personnes impliquées dans les cryptos. Mais nous ne pouvons pas le faire sans politique. Faut arrêter avec ces bêtises de crypto-cowboy, il est temps de passer à l'action et d'obtenir une énorme quantité de capital qui va rentrer dans les crypto-monnaies. Parce que c'est de la politique, ça devient régulé et c'est bon pour tout le monde. L'éducation, c'est le secteur de l'économie le plus incompris qui n'a jamais existé à cause de la complexité de son fonctionnement. Les décideurs politiques ne le comprennent pas et quand vous ne comprenez pas quelque chose, on a tendance à s'en méfier.
Ça demande de l'éducation, ça m'a pris des années et beaucoup d'heures de lecture et une quantité énorme de voyages pour arriver à l'endroit où je suis à l'aise pour faire ces investissements maintenant et comprendre comment ça marche. Mais ce n'est pas facile à faire. Et toute l'idée d'un portefeuille centralisé et décentralisé, beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre les deux. Et pourtant, vous avez besoin des deux dans l'environnement cryptographique. Vous voulez vraiment les deux. Et c'est une des plus grandes thèses d'investissement que j'ai sur l'investissement dans WonderFi. C'est qu'ils m'ont donné les deux. Il y a un portefeuille décentralisé et un portefeuille centralisé. Et je ne veux pas perdre ces clients. Si tout d'un coup, vous avez commencé par vous installer sur BitBuy, qui est le porte-monnaie centralisé régulé canadien, et tout d'un coup vous décidez que vous voulez avoir un portefeuille décentralisé avec vos NFT dedans. Je ne veux pas vous perdre comme client, j'ai dépensé énormément d'argent pour vous acquérir. Je veux vous offrir les deux avec une plateforme de connaissance de votre client, le KYC, qui fournit la conformité. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place au Canada, et ce logiciel lui-même et tous les millions de dollars de développement qu'ils sont en train de mettre en place, ça va être parfait pour d'autres marchés, comme potentiellement le Moyen-Orient, ou l'Amérique du Sud, ou la Suisse, ou l'Angleterre. Et ça c'est toute l'idée de faire partie de ces choses et de pousser ces projets, mais c'est l'éducation qui retient tout le monde. Nous devons simplifier tout ça. La plupart des gens, la première fois qu'ils essayent de mettre en place un wallet décentralisé sur MetaMask, ils perdent leur argent parce qu'ils ne connaissent pas la sécurité et le passphrase. Et c'est une leçon importante à apprendre, et c'est pour ça que je dis aux gens de commencer avec 200 $. Ne devenez pas fou, comprenez ce truc lentement, apprenez la sécurité, apprenez sur les protocoles des mots de passe, sur la différence entre la centralisation et la décentralisation. Apprenez lentement à petits pas, et ensuite vous pourrez mettre de l'argent réel. Parce que la première chose qui arrive quand vous prenez une nouvelle classe d'actifs et que vous appelez votre auditeur, ou votre régulateur, ou votre département de conformité, et que vous lui dites vouloir transférer 5% de votre trésorerie dans du USDC, ils disent c'est quoi ça? Ils se demandent ce que c'est. Où est l'infrastructure de conformité qui marque le marché à 4 heures? Et quand le marché se termine et que je leur dis qu'il n'y a pas de marché pour les crypto-monnaies, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est juste du trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il n'y a pas d'infrastructure. Et ça c'est très inconfortable quand votre département de conformité est habitué à juste regarder vos positions sur le marché. C'est comme ça que le monde fonctionne. Aujourd'hui on n'a pas d'infrastructure. Et donc je dis aux gens de commencer doucement. Aujourd'hui pour moi le USDC est devenu un système de paiement très puissant. Plus le temps passe et plus les investisseurs sont prêts à le prendre, je suis prêt à l'accepter quand les gens veulent me payer pour des biens et des services dans d'autres pays. Je leur dis donnez-moi des USDC si vous en avez le droit, ne me faites pas de transfert de capitaux hors d'une banque, ne m'envoyez pas des francs suisses, des euros ou des livres sterling, ça c'est juste un vrai casse-tête pour moi. Trouvez de l'USDC et je prendrai les risques moi-même. Mais vous savez ça va prendre beaucoup de temps pour arriver. Je dis à tout le monde que c'est le futur de la monnaie, c'est le futur des systèmes de paiement, c'est le 12e secteur de l'économie. Commencez à vous y intéresser. Vous savez avant la pandémie si vous aviez 65 ans et que vous étiez assis dans un appartement à Miami Beach, et que vous n'utilisiez jamais votre téléphone pour commander à l'épicerie, et bien maintenant vous le faites parce que sinon vous serez bien mort de faim. Vous ne pouviez pas aller à l'épicerie, vous avez trouvé comment télécharger une de ces applications et commencer à commander de la nourriture. Et maintenant vous êtes totalement branché. Et ça c'est parce que vous deviez le faire. La même chose va se produire avec les crypto-monnaies. Je vais vous exposer la façon dont je vois et la façon dont j'investis. Tout d'abord, rien avant les élections de mi-mandat. Mais on s'en rapproche. Après les élections de mi-mandat, quand la maison sera occupée, qui sait à quoi ça va ressembler, mais j'ai une assez bonne idée de ce que ça va donner. On va obtenir de la politique et la première politique qu'on va avoir, et ça c'est mon opinion, ça va être autour des stablecoins. Et voici à quoi ça va ressembler. Ça va être un marché ouvert et compétitif, tout comme ce que vous pouvez trouver sur un marché monétaire chez Schwab, ou alors celui de Fidelity, ou un marché monétaire dans une autre institution financière. Vous savez, les stablecoins sont des systèmes de paiement, mais ils sont également une réserve de valeur si vous êtes prêt à les mettre en staking. Vous pouvez gagner aux alentours de 4,5% sur une base annualisée sur un contrat de 30 jours. Aujourd'hui c'est le cas sur le USDC et sur d'autres stablecoins. Alors voici la politique que je vois venir. Ça va ressembler à ça. Audit de 30 jours sur les actifs sous-jacents. Vous pouvez apporter n'importe quel stablecoin, mais il y aura un audit de 30 jours dessus. Aucun actif soutenant le jeton ou le token avec une durée de plus de 12 mois. Et donc si vous utilisez des bons de trésor, ils doivent être de courte durée, probablement une moyenne de 6 mois. Et c'est très proche de comment le marché monétaire est géré. Il peut même y avoir un ou deux de ces opérateurs de stablecoin qui demandent à devenir une banque et être assurés par le FDIC, auquel cas ils obtiendraient des milliards de dollars. Et la raison pour laquelle ça va arriver en premier, et pourquoi le marché des stablecoins va se produire en premier avec les décideurs politiques, ici à Washington, c'est qu'ils perpétuent le dollar américain comme monnaie par défaut du monde entier. Quand on aura réglé ça, le dollar américain deviendra le roi du dollar perpétuellement. Même les autres pays, même d'autres souverains, sont prêts à apporter des jetons en échange du dollar américain. Car ils savent qu'en termes d'attraction, les gens vont les utiliser, les stocker, les sauvegarder. Ils doivent avoir le roi dollar. Et c'est pourquoi les décideurs politiques devraient mettre ça en place. Parce qu'on ne veut pas que les Chinois fassent ça. Je n'achèterai jamais la monnaie chinoise, comme un stablecoin. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils la surveillent. Je ne veux pas qu'ils surveillent mes dollars. Et je n'ai pas confiance en cette monnaie. Je fais confiance au dollar américain. Je ne voudrais pas découvrir que le franc suisse les fait avant nous. On doit faire ce truc avant tout le monde. Et faire du dollar américain le roi des dollars dans le monde entier. Tout le monde sera content avec un produit qui est soutenu par le dollar américain. Une monnaie liquide et transparente, vous pouvez la transférer immédiatement. Ensuite, on aura une politique
sur le Bitcoin. Ensuite, on aura une politique sur d'autres blockchains. On va commencer à débattre si Solana, c'est une commodité ou alors une sécurité. Et qu'en est-il des NFT? Et donc petit à petit, on va aborder ces sujets. Et c'est comme ça que ça devrait être. On ne veut pas essayer de tout résoudre d'un coup, on n'y arriverait jamais. On n'y arrivera jamais. Une chose à la fois. Et donc commençons avec les stablecoins. Je pense que la crypto-monnaie sera le 12e secteur de l'économie dans 10 ans. Je vais le traiter de cette façon maintenant dans notre société. Ce qui veut dire que je peux mettre jusqu'à 20% de notre capital opérationnel dans l'espace crypto. Et ensuite, je veux une diversification. Et donc j'ai exactement fait ça. Mes plus grosses participations en ce moment sont l'Ethereum et le Bitcoin. Ce n'est pas une grosse surprise. Mais j'ai également une grosse position en stablecoin USDC. Une grosse position dans FTX en tant qu'investisseur. Et ensuite, en bas, Polygon. Solana, je suis un grand fan. Vous savez, des proportions de diversification. Alors maintenant, ce portefeuille, je dirais qu'il y a environ 8 semaines, il était à 21% et maintenant on est à 18%. Il y a une grosse correction sur les marchés, mais il faut se tenir à carreau et s'habituer à la volatilité. Et ça me permet d'ajuster mes positions. Je peux ajouter un peu à mon USDC. Mon département de conformité ne considère pas le USDC comme un marqueur d'argent ou un proxy pour du cash. Il le considère comme un actif hautement volatile. Et ça, c'est à cause de ce qui s'est passé avec les stablecoins. Donc je suis limité à 5% et j'essaie d'avoir une certaine politique pendant que je suis ici à Washington. Donnez-moi une seule, donnez-moi juste la politique sur les stablecoins et laissez le marché se battre. Et je pourrais mettre beaucoup plus dans cet espace parce que j'ai beaucoup de liquidités. Et l'inflation, c'est 6, 7, 8%. J'obtiens 45 points de base dans une banque. C'est vraiment fou, je pourrais faire beaucoup plus avec des stablecoins.